Dans le premier cours de PS93, on a commencé par l'indice de réfraction. L'indice de réfraction est note n, et en fait c'est tout simplement égal à la vitesse de la lumière dans le vide, divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu dans lequel on est. Bon, ça je pense que vous l'avez déjà vu. Il nous a donné quelques références, quelques exemples, et il nous a dit que ça changeait en fonction de la longueur d'onde. Enfin, ça changeait un petit peu. Pour l'instant, on se penche que sur un n constant. Donc voilà. Ensuite, on a vu le chemin optique qui est déterminé par. Donc c'est une distance en fait, le chemin optique. C'est la distance parcourue par l'onde lumineuse pendant un temps delta t. Et donc évidemment, comme n'importe quelle distance, c'est égal à la vitesse multipliée par le temps. Donc là, vu que c'est delta s la distance, c'est la vitesse fois delta t. On veut le savoir de manière instantanée. Et ensuite avec le v, vu qu'on le retrouve là, on peut changer l'équation pour trouver delta t égale quelque chose. Bon, je vais pas le faire maintenant parce que pour l'instant je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, on a vu que le chemin optique, donc le fameux ds, quand on va d'un point A à un point A1 à un point A2, du coup la distance c'est égal à la primitive de A2 sur A1 de l'indice de réfraction du milieu. Donc je sais pas là si on est dans du vert, c'est l'indice de réfraction du vert avec comme variable dx. Et si le milieu est homogène, comme ce qu'on va avoir, alors la formule, on se retrouve avec du coup la distance qui est égale à l'indice de réfraction fois le vecteur A1, A2. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite il y a le petit u pour le vecteur unitaire, juste pour savoir c'est dans quel sens. Voilà. Donc ensuite on a vu que le trajet de la lumière ne dépend pas du sens. Donc si jamais ça c'est la lampe torche. Bon, c'est une lampe torche, on imagine. Et là on a un capteur photo. Si jamais on mettait la lampe torche ici et le capteur photo ici, ça changerait rien. L'expérience serait la même. Ensuite on a vu la loi de Snell-Descartes avec les dioptres. Donc un dioptre en fait c'est la zone qui délimite deux milieux différents avec un indice de réfraction différent. Et du coup ça permet par exemple, moi j'arrêtais pas de penser à ça, c'est dans les calculs par exemple de réflexion, dans les jeux vidéo, genre les trucs RTX et tout ça, je pense que ça utilise ça. Donc si tu me donnes un rayon qui arrive sur une lentille courbée, et je peux te calculer le rayon réfléchi et le rayon réfracté. Donc le rayon pour ça c'est le rayon qui arrive. On regarde où est-ce qu'il tape. Ensuite, on fait la tangente à la courbe au point où il a tapé. On met du coup sa normale. Et du coup, ce qu'on sait, c'est que cet angle est le même que l'angle qu'il y a entre la normale et le rayon réfléchi. Du coup, il suffit de faire ça fois 2 et on trouve l'angle du rayon réfléchi. Donc je vais effacer un petit peu pour que ça soit plus clair pour la suite. Hop. Donc, toujours le rayon réfléchi, la tangente avec la normale.
Donc là ensuite on va faire le rayon réfracté. Et donc le rayon réfracté, il suffit de faire... Enfin ce qu'on sait, c'est que cet angle I, donc ça c'est le milieu avec un indice de réfraction N1 et avec un angle I1 par rapport à la normale. Là du coup c'est un milieu avec un taux de réfraction N2 et un angle. Donc ça va être le rayon réfracté qu'on va appeler R qui a un certain angle par rapport à la normale. Et donc ce qu'on sait c'est que N1 fois sinus de I1 c'est égal, c'est la même chose que par rapport à N2 fois le sinus de R. Je vais vous l'écrire. Donc ça c'est un R, hein. C'est ça. C'est pas un I. Voilà. Ensuite on a vu que si le milieu N1 il est moins réfractant que le milieu N2, eh bien le rayon qu'on envoie, on a forcément un rayon réfracté. Il y en a forcément un. Soit, donc là on va faire la tangente, soit il est normal comme ça. Le seul cas où c'est un tout petit peu différent, c'est le cas où il est parallèle à la normale. Et c'est ce qu'on appelle la réfraction limite. Et donc, pour la réfraction limite, l'angle du rayon réfracté, donc l'angle R, on le note R limite. Et donc, ce qu'on sait, c'est que, enfin ce qu'on a appris, c'est que son sinus de AR limite, c'est égal à N1 sur N2. C'est égal à l'indice de réfraction du premier milieu, donc le plus faible, divisé par l'indice de réfraction du milieu le plus fort. Du coup, là, ce qu'on vient de voir, c'est pour la réfraction. C'est pour le rayon réfracté. Et donc, on a aussi un peu la même chose pour la réflexion. Alors, pour la réflexion, il y a... c'est seulement si le rayon... Donc là, on a le milieu N1 et là, le milieu N2. Donc c'est seulement si c'est l'inverse. Si N1 a un indice réfractant plus fort que N2. Donc on va dire qu'en fait, c'est un peu comme si le rayon qui sort, il allait toujours vers le plus fort, pour se souvenir. Et du coup, ce qui se passe, je vais le tourner comme ça, ce sera plus simple, c'est que, donc là on va construire la normale. Et là, on va dire que ça sera l'angle I limite. Vous verrez plus tard à quoi ça sert. Donc, soit le rayon il arrive normalement comme ça, et dans ce cas-là, c'est entre I limite et moins I limite. Donc dans ce cas-là, pas de souci, c'est ce qu'on dit depuis toujours. Ensuite, il y a un deuxième cas de figure possible. Donc du coup, le rayon il est réfracté. Il y a donc il est réfracté. Il y a un deuxième cas possible, c'est que le rayon qui arrive I, il soit parallèle à I limite. Et dans ce cas, il y a une émergence rasante. Donc, du coup, ça a un certain angle, R limite. Et le dernier cas, c'est qu'il soit en dessous de I limite.
Et donc s'il est en dessous, il y a une réflexion totale. Donc il y a tout qui est renvoyé, il y a tout qui rebondit comme ça. Il n'y a rien qui ressort. Donc là, si jamais il arrive par là, il y en a une partie qui revient par là, avec une partie aussi qui part en rayon réfracté. Si on l'envoie parallèle, il y a une partie qui part ici, donc qui suit le moins et limite, et une partie qui est réfractée avec un angle de R limite. Et si jamais c'est en dessous, eh bien il y a tout qui est réfléchi et rien qui est réfracté, donc on perd rien. Donc c'est utilisé dans la fibre optique par exemple. Et voilà. Donc ensuite, quand on a un prisme, il y a deux variables. La première variable, c'est l'angle de ce prisme, qu'on note A. Et la deuxième variable, c'est l'angle du rayon qui arrive, qu'on note I. Globalement, ça se forme comme ça. Donc là, on construit les normales. Je vais faire en trait, en pointillé. Voilà. Et ce qui est intéressant de faire aussi, là je vais continuer le petit trait, et ici. Ce qui est intéressant de faire, c'est là, au croisement des normales, mettre un point qu'on va appeler K, et ici, au croisement des rayons qui arrivent, on va mettre un point qu'on va appeler L. Et avec ça, on a quelques propriétés. Déjà, on sait que, vu que là, il y a une normale, cet angle-là A, on le retrouve ici. Cet angle-là est toujours égal à celui-là. C'est comme si c'était tourné de 90 degrés. Ensuite, deuxième chose, c'est que... donc là, on va l'appeler I et la L. C'est que cet angle-là est en pi, parce que c'est un angle plat. Du coup, on peut déterminer cet angle-là, parce qu'il est égal à pi moins A. Donc, pi moins A. C'est donc cet angle ici. Ensuite, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est vu qu'on sait que cet angle plus cet angle plus cet angle, c'est 180 degrés, c'est ce qu'on sait des triangles. Bah là, déjà, on a une partie. En fait, du coup, je pense que ça va nous permettre de déterminer A en fonction de l'incidence. Parce que ici, c'est l'angle R, et ici, c'est l'angle R'. Du coup, ce qu'on sait, c'est que R plus R' plus pi moins A, donc ce qu'on vient de voir, on sait que du coup la somme de tout ça, c'est pi. Et du coup, à partir de ça, bah, si on connaît R et R', on va pouvoir déterminer A. Et je pense que ça va nous être utile. Et dans les cas où R et R', on sait que c'est les mêmes, pour une raison que je sais pas, et qu'on connaît A, du coup on pourra les déterminer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le prisme, quand on fait rentrer un rayon, il rentre forcément dedans. C'est sûr et certain, parce que même dans le cas où on est comme ça, on avait vu que ça rentrait quand même. Donc peu importe le cas, le rayon rentre dans le prisme. Mais il en ressort pas forcément, puisqu'on a un angle de réfraction R limite. Et je vous épargne tout ce qu'on avait fait en cours. On en arrivait à deux conditions pour que les rayons sortent. C'est que A, il soit entre 0 et 2R limite. Je dirais comment on calcule R limite après. Et que I,
donc l'angle qui est ici, il soit supérieur à arc sinus. Donc en gros, c'est ce qui permet de supprimer un sinus. Facteur du taux de réflexion du milieu fois le sinus de l'angle A auquel on retire le R limite. Il y a tout le temps R limite dedans. Voilà. Donc si ça et ça c'est rempli, le rayon il va bien ressortir du prisme. On le verra sortir. Sinon c'est qu'il sera piégé dedans. Donc pour déterminer R limite, voilà comment on fait. On fait R limite, c'est égal à A sinus de 1 sur N. Voilà, vous savez tout.